ceux qui sont restés. Hein. Donc là, on change un petit peu de support. Non, on reste dans le même sujet, mais on change de type de présentation. Ça ressemblerait plus à un travail dirigé si on était en université qu'à un cours magistral. Il va y avoir principalement 3 parties dans cette présentation, qui est donc ici, l'intérêt et les limites des approches phylogénétiques en mycologie. Ça regroupe déjà pas mal de choses qu'on a dit précédemment, mais on va rentrer un petit peu dans le détail. Vous savez ce que c'est ça? Vélo. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Un vélo, non, c'est pas un vélo. Alors, c'est un arbre phylogénétique, ou un phylogramme, et c'est un dessin original. De qui? Darwin. Bien, l'origine des espèces, Darwin. Il a eu cette intuition, Darwin, en 1830 ou quelque chose comme ça. Il s'est dit, mais peut-être que la vie, en fait, ça fonctionne comme ça, et pas avec les tiroirs, la façon de dîner qui classe tout dans des tiroirs. Il s'est dit peut-être qu'il y a une espèce d'évolution des espèces avec un ancêtre qui s'est ramifié pour donner 2 espèces, et que chacune de ces 2 espèces va donner encore 2 espèces, et du coup, tout ce qui est vivant est relié dans le temps par des ancêtres communs. Ça, c'était l'intuition de Darwin, puis après, il a établi toute sa théorie qui est pas parfaite, mais qui explique quand même beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui de la diversité du vivant. Alors, ce qui finalement a motivé cette conférence, outre l'intérêt du conservatoire et puis du vôtre apparemment sur l'utilisation de ces outils nouveaux en mycologie, c'est aussi plus largement une tendance de la mycologie depuis une vingtaine d'années. Ça, c'est une recherche dans une base de données qui s'appelle PubMed, qui regroupe en fait tous les travaux académiques dans le monde entier, des chercheurs, des scientifiques. Et quand on tape comme mot-clé mushroom phylogénie, donc champignons et phylogénie, vous voyez que jusqu'en 95-96, il sortait très très peu d'articles scientifiques, vraiment donc académiques. Et puis en 97, là on commence à avoir une montée, et là on commence à plafonner à, c'est pas énorme, hein, on a 80, 70, 80 articles scientifiques par an qui ont comme mot-clé mushroom phylogénie. Alors ça va même probablement descendre un peu cette courbe-là, pourquoi? Parce que c'est tellement rentré maintenant dans la norme, on va dire, de faire des approches phylogénétiques pour la taxonomie des champignons, que les gens mettent plus ça en mot-clé. Donc on ne va plus voir cette association-là, ça va être juste phylogénie ou taxonomie. Mais voilà, on a vraiment une tendance lourde qui est née il y a à peu près 20 ans, qui est une véritable révolution de la mycologie, d'après moi, et qui est due à, essentiellement, en fait, qui corrèle pas mal avec 2 programmes, très gros programmes américains de financement de la recherche. Alors bon, je dis ça parce qu'on a souvent une image négative, soit des États-Unis, soit du système de recherche aux États-Unis, soit du système de recherche en général. Mais là, il faut reconnaître que ces 2 programmes qu'ils ont appelés DeepIFA et puis AFTOL 1 et 2, c'était beaucoup d'argent qu'ils ont donné à des laboratoires qui, à l'époque, étaient pionniers dans la taxonomie des champignons et dans l'utilisation des outils génétiques, pour justement reconstruire l'arbre phylogénétique des champignons. C'était un peu l'idée au départ, c'était de voir quels sont les liens, les limites déjà, de ce qu'on appelle champignon, et puis les liens de parenté réels, c'est-à-dire évolutifs, dans tout ce qu'on classe dans les champignons. Alors ces 2 programmes finalement ont permis de publier énormément de données. On est encore dans cette dynamique-là, mais bon, les programmes sont arrêtés. Maintenant c'est passé ailleurs qu'aux États-Unis, et c'est aussi ce qui fait que nous, au laboratoire à Montpellier, on fait ça, c'est complètement dans la même dynamique. Donc là c'est une représentation un peu jolie de ce que c'est qu'un arbre du vivant. On appelle ça Tree of Life en anglais. Bon, les buts principaux de ces programmes-là, c'était donc de définir ce que c'est qu'un champignon, les liens de parenté réels entre les groupes, et puis aussi une question qui peut sembler anecdotique, mais on se demandait à quoi pouvait ressembler le champignon originel, l'ancêtre de tous les champignons, à quoi il ressemblait. Voilà, pour répondre à ces questions-là, en fait, il faut une approche phylogénétique, c'est-à-dire une approche où on va regarder les liens de parenté réels, génétiques entre les espèces, et remonter comme ça les ancêtres pour deviner à quoi ressemblait l'ancêtre de tous les champignons. En fait, ça a un petit peu fondé la taxonomie moléculaire dans laquelle on est complètement immergé maintenant, qu'on le veuille ou non. Alors, aujourd'hui, donc, je vais séparer un peu la présentation en 4 grandes parties. On ira peut-être un peu vite sur certaines parce que je ne savais pas combien de temps j'aurais, donc là c'est 4h05. Je passerai un peu vite sur certaines parties, si jamais vous avez des questions. Vous m'interrompez et je calme le jeu, on explique, il n'y a pas de souci. J'ai prévu quand même une petite intro sur des généralités, sur ce que c'est que l'ADN, l'évolution et la phylogénie moléculaire. Peut-être que vous connaissez tout ça par cœur, à ce moment-là on passera vite. Je ne connais pas par cœur. Dis-moi. Donc, imagine,
en tout cas pour ce type d'Ajaccio, mais je pense sans doute que c'est la même chose. C'est qu'on part de zéro. D'accord. Imagine qu'on part de zéro. Ça marche. Voilà. Donc on ne fera pas le sacrifice de cette partie-là, peut-être qu'on ira un peu plus vite là-dessus. Et un peu plus vite là-dessus, le plus important d'après moi, et ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est cette partie-là. Donc peut-être qu'on passera un peu vite à cette partie-là, parce que c'est quelque chose d'assez pratique qui montre vraiment l'utilisation concrète des outils, comme on pourrait le faire derrière un ordinateur. Alors donc en guise d'introduction, un petit cours rapide, parce qu'on ne va pas faire 4 heures de phylogénie et de biologie moléculaire. Ça vous reconnaissez, hein, c'est une structure de cellules de base, on va dire, c'est valable pour les champignons, les plantes, les animaux. Il y a toujours un noyau dans une cellule avec tout un tas d'autres trucs à l'intérieur. À l'intérieur du noyau, vous avez l'ADN. Ça, jusque-là, je ne vais pas aller forcément beaucoup plus loin que ça. L'ADN supporte l'information génétique, et ça c'est important parce que c'est lui qui transmet finalement tous les caractères qu'on peut voir comme ça d'un organisme. L'ADN a été, la structure de l'ADN a été identifiée par ces gens-là, Francis Crick, Watson, Wilkins et Franklin, il y a déjà plus de 50 ans. Et en fait, ça a une structure sur l'image en double hélice. On dit toujours la double hélice. Imaginez une échelle avec des barreaux. Vous tordez l'échelle, ça fait l'ADN. Alors, c'est important de réaliser une chose, c'est que quand vous détorsadez cette échelle et que vous alignez l'échelle comme ça, les barreaux, en fait, ils sont composés chacun de 2 demi-barreaux, chacun sur un montant. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que chaque demi-barreau s'associe à un autre demi-barreau, mais de façon ultra sélective. Il y a 4 types de barreaux, qu'on appelle adénine, thymine, guanine et cytosine. C'est des bases chimiques, peu importe la structure, mais ces demi-barreaux-là, ils ne peuvent pas s'associer autrement que GC, la guanine, cytosine ou GC, ou AT. On ne peut pas avoir une liaison de adénine avec cytosine, de guanine avec thymine, c'est pas possible, ça ne tient pas. Ça c'est très important parce que quand l'ADN doit se dupliquer, c'est-à-dire se reproduire, se diviser en deux quand la cellule se divise, il faut que l'ADN aussi se duplique, et bien on sait refaire une molécule d'ADN, une échelle en fait, en séparant les deux brins et en remplissant ce qui manque grâce à cette complémentarité des bases là, AT et GC. Ça, c'est un peu la base de la biologie moléculaire ou de la génétique. Hein. Ça, c'est une petite représentation qui vous montre comment ça se passe. L'ADN s'ouvre en deux quand il doit se dupliquer. Et puis, les bases, qui sont des petites briques individuelles, arrivent et elles se collent en fonction de cette complémentarité que je viens de présenter. Jusque-là, je ne vous apprends rien. De temps en temps, il y a un problème. Un problème de mutation ou de mésappariement, c'est-à-dire qu'on va avoir le mauvais nucléotide, la mauvaise base, là, le mauvais barreau qui va vouloir venir se mettre là. Normalement, il ne peut pas. Il y a tout un tas de systèmes qui empêchent que ça se passe, mais dans de très rares cas, ça peut arriver. Il peut aussi arriver que l'ADN, quand il est déjà bien formé, il y ait une mutation qui arrive, soit parce qu'il y a une irradiation, les UV par exemple sont capables de faire ça, ou des molécules chimiques. Donc on peut muter une de ces bases qui va devenir autre chose. Donc ça crée des mutations. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc ça, je vais vous montrer un exemple d'erreur de réplication. Cette erreur, en général, elle est réparée. Il y a des systèmes dans notre cellule qui réparent ces erreurs-là. Donc, on n'en parle plus. Elle est éliminée. Mais dans de très rares cas, et en gros, dans un cas sur 10 milliards, c'est quand même très très peu, on peut avoir une conservation de cette erreur. D'accord? Elle n'est pas réparée. Si elle est conservée, ça veut dire que, potentiellement, elle peut se transmettre. Mais elle peut se transmettre à qui? Si vous avez une mutation comme ça qui apparaît dans une cellule de votre peau, vos enfants ne vont jamais l'hériter, cette mutation. D'accord? Pour que la mutation soit héritée par vos enfants, il faut que cette mutation arrive sur vos spermatozoïdes, messieurs, ou dans vos ovules, mesdames. Sinon, ça ne passera jamais la génération suivante. Donc cette proportion-là de 10 moins 10, c'est-à-dire une erreur tous les 10 milliards, il faut encore la réduire parce qu'il faut que cette mutation arrive dans vos gonades. Ce qui est très rare. Tout ceci pour dire que c'est très très rare quand ça arrive, mais on peut avoir, dans certains cas, une mutation qui apparaît, et si c'est dans votre lignée germinale, elle va apparaître et elle va être transmise au cours des divisions cellulaires et donc des divisions d'ADN, elle peut être transmise et maintenue dans la lignée de vos enfants. C'est très rare. Alors ces mutations, la plupart du temps, en plus d'être très rares, la plupart du temps, elles sont neutres, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un endroit de l'ADN. Est-ce que vous savez combien de pourcentage de votre ADN sert à quelque chose a priori, c'est-à-dire à une fonction qu'on connaît a priori? 5%. Combien? 5. C'est moins que ça. 2%. Donc il y a 98% de votre ADN, s'il y a une mutation qui arrive dedans, en général,
il n'y a aucun effet ni positif ni négatif. Il faut que ça arrive dans une région qui a vraiment un rôle très important pour qu'il y ait un effet soit positif soit négatif. Alors la mutation, par exemple, si elle arrive dans un de ces 2% et que c'est un gène hyper important pour la survie, eh bien, la mutation va être dite létale, c'est-à-dire que quand elle arrive dans vos gonades, vos enfants ne vont pas pouvoir vivre et donc ça ne va pas permettre de se propager. Donc en général, l'individu est éliminé, la conséquence pour la biodiversité elle est négative parce que vous avez moins de... la mutation n'est pas transmise à la génération suivante. Dans certains cas, la mutation elle est non préjudiciable, donc elle est soumise à sélection. Dans ces cas-là, ben, la mutation elle perdure. Et puis, s'il se trouve que c'est une mutation intéressante pour vous permettre, à vos enfants en tout cas, de s'adapter dans le milieu, je sais pas, ça va donner par exemple une acuité visuelle supérieure, par exemple, ça peut être un avantage. Donc nous les humains, on n'est plus trop soumis à la sélection naturelle, mais chez les animaux, les plantes ou les champignons, c'est le cas. Donc on peut avoir une sélection positive ou négative. Et ce qui est important de retenir, c'est que la plupart du temps, ces mutations qui sont d'ailleurs très rares, elles sont neutres, elles n'ont pas d'effet positif ou négatif, et par contre, elles sont transmises dans la génération suivante, et elles sont à l'origine de ce qu'on appelle le polymorphisme. Ça, c'est super important à comprendre pour ce qu'on va dire après. Le polymorphisme, c'est des mutations qu'on a tous entre nous, et vous savez peut-être pas, mais tous autant qu'on est, on est des humains, Homo sapiens, mais on a tous un ADN différent. Si on regarde certaines régions de notre ADN, on sait dire qu'on n'est pas pareil. Par contre, si on regarde certaines régions, on est 100% identique. Donc il y a des régions de notre ADN qui permettent de nous différencier en tant qu'individu. D'autres régions qui nous différencient des grands singes, d'autres régions qui nous différencient des champignons. Mais voilà, il y a du polymorphisme dans chacun des individus, que ce soit les humains, les animaux, les champignons. Donc c'est important ce polymorphisme parce qu'on va en reparler par la suite. C'est bon, j'ai perdu personne là. Donc ça c'est un exemple de mutation sur l'adénie falciforme qui crée une mutation létale, donc on ne va pas trop en parler. Alors, quand on veut maintenant faire de la phylogénie, la phylogénie, qu'est-ce que c'est? C'est comme de la généalogie, simplement au lieu de comparer des individus d'une même famille, on va comparer des espèces entre elles. Ça peut être aussi des genres, des familles, enfin des taxa. Quand on veut faire une construction comme ça d'un arbre phylogénétique, pour inférer, pour trouver les liens de parenté entre les groupes, il faut d'abord choisir le bon marqueur. Bon, là aussi, je passerai assez vite. Là, qui sont différents. Parce que quand les espèces deviennent indépendantes, elles n'échangent plus leur ADN. D'accord? Elles sont isolées de façon reproductive, elles ne se croisent pas entre elles. Et donc les polymorphismes qu'elles ont accumulés par les mécanismes que j'ai montrés auparavant, ils restent à l'intérieur de l'espèce. Ils ne passent pas d'une espèce à l'autre. Pour ça, il faudrait que les deux espèces se croisent. Et si deux espèces se croisent, c'est plus deux espèces. Vous voyez le truc? Donc quand on regarde ces polymorphismes présents dans les régions ITS1 et ITS2, eh ben, on a une idée de si on a affaire à l'espèce 1 ou l'espèce 2. Donc ça c'est un petit schéma de la structure, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais cette région ITS, je vous en parle parce que si vous lisez un article scientifique, ou même maintenant on le voit dans les articles du bouquin de la femme ou autre, vous allez voir ce terme-là, séquence ITS. On parle de ça en fait. Chez les champignons, c'est le marqueur le plus utilisé, c'est celui qui permet le mieux de séparer les espèces proches. Bon, il y a des avantages, je passe, hein, parce que ce n'est pas le but non plus d'aujourd'hui. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a fait cet arbre phylogénétique, enfin, quand on veut faire un arbre phylogénétique, pardon, une fois qu'on a choisi le marqueur, c'est d'obtenir les séquences d'ADN. Alors ça, c'est ce que je fais à chaque fois que vous m'envoyez du matériel. Quand vous m'avez envoyé des morilles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris votre échantillon, un tout petit morceau de votre échantillon, j'en ai extrait biochimiquement l'ADN, ça se fait très simplement, il y a des kits spéciaux avec un tout petit volume, en fait, on extrait, en général on ne voit pas parce qu'il y en a dans le tout petit morceau que je prends, on ne voit pas l'ADN, mais au final il y est, c'est-à-dire qu'on a une solution, un liquide dans lequel il y a de l'ADN, l'ADN du génome du champignon. Donc ça c'est une manip qu'on appelle extraction, ça prend 10 minutes, c'est rien à faire, ça ne coûte pas très cher. Une fois qu'on a cet ADN, donc ça c'est l'ADN de tout le champignon, ce qu'on appelle l'ADN génomique. Peut faire, c'est plus une échelle de 700, c'est une échelle qui fait 30 millions. Vous voyez, un truc, 300 millions. Donc quand on veut ensuite travailler sur la taxonomie, il faut arriver à amplifier, c'est-à-dire à faire plein de copies de la région ITS que je vous ai présentée précédemment. Donc ces 700 là qui nous intéressent, il faut en faire plein de copies, parce que pour la suite on a besoin d'en avoir beaucoup. Et pour ça on fait une manip qui s'appelle la PCR. Là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste une copie. Imaginez un enregistreur audio, là, vous avez une bande, vous la recopiez des dizaines, centaines, milliers, millions de fois.
Comment vous la trouvez, la région ITS? On l'a déjà trouvé. On sait que c'est une région qui est super résolutive pour différencier les espèces, pour tous les champignons. C'est un travail au départ qui a été fait il y a 25-30 ans. Ouais. Les gens ont comparé, ont cherché en fait les régions de l'ADN. Oui, mais comment tu la repères quand tu as extrait l'ADN là? Alors, ça c'est vraiment la PCR en elle-même, c'est-à-dire qu'on connaît cette région, on sait où elle est. Ah, Et si tu regardes bien dans la... Donc comparer l'ADN complet avec la région pour la trouver. Ici, là, ce Ouais. qui est en gris, ici et ici, de part et d'autre, c'est une région qui bouge quasiment pas dans tous les champignons. Donc on utilise ça parce que pour faire une PCR, je ne rentre pas dans les détails, mais pour amplifier en fait ce morceau qui nous intéresse, on a besoin de prendre un petit morceau d'ADN qu'on appelle une amorce ici, et une autre ici. Okay. Et en fait, on fait une élongation de l'ADN comme ça, et ça, on fait plein de copies comme ça. Donc si on arrive à avoir un morceau d'ADN complémentaire de cette région-là, et un petit morceau complémentaire de cette région-là, on met dans un tube, avec l'ADN du champignon tout entier, et puis une enzyme qui copie ce qu'il y a au milieu de ces deux morceaux-là, ces deux amorces, et bien on fait plein de copies. C'est la cuisine. C'est de la cuisine, exactement. C'est pas très intéressant. Mais c'est pas pour moi. Toi, les amis chefs. Mais ça, vous n'allez pas à le faire, c'est moi qui le fais. Donc, vous en Non, occupez pas. Le truc chiant, c'est moi. Que tu Vous, m'expliques. vous allez dans les bois, vous m'envoyez les trucs, et moi, je m'occupe du truc chiant. Donc, au final, ce qu'on arrive à avoir, c'est plein de copies dans un tube d'un ADN qui nous intéresse, parce qu'il contient les fameux polymorphismes qui différencient les espèces entre elles. Quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, je l'ai montré déjà, mais je ne l'ai pas dit, c'est que l'ADN, il y a deux copies. Donc, il y a les deux demi-montants là, de l'échelle, si vous voulez. Vous l'avez compris, mais il y a un morceau qui vient du papa et un morceau qui vient de la maman. On est tous des êtres diploïdes, les champignons, Basidiomycètes en tout cas, et nous on est des êtres diploïdes, c'est-à-dire que notre ADN, il vient de la maman et du papa. Donc on a un brin, un morceau d'ADN qui vient de la maman et un qui vient du papa. Ça aussi, gardez-le en tête, on en reparlera à la fin. La dernière étape, c'est de faire le séquençage. Le séquençage, c'est quoi? C'est une machine qui va lire, imaginez toujours l'échelle, ou le collier de perles, si vous préférez, avec les 4 couleurs là. Et bien la machine, elle va lire chaque perle, elle va dire, ah oui, tiens, là c'est un A, là c'est un T, là c'est un T, là c'est un G, un C. Elle sait faire ça, la machine. Je ne rentre pas non plus dans les détails, ce qui fait qu'on arrive à avoir une représentation finalement de l'enchaînement des bases là, qui constituent l'ADN. Donc on lit la séquence, on dit qu'on la séquence, mais c'est en fait une détermination biochimique de l'enchaînement des constituants de l'ADN. Ça, c'est des exemples de séquences qu'on peut obtenir. En général, on les symbolise par des couleurs, parce que sinon ça devient illisible. Il y a 4 couleurs, 4 bases. Donc le A est en vert, le T est en rouge, le G en général est en noir, et le C est en bleu. Donc quand on fait ça, on a plein de séquences. Et ces séquences, il faut savoir quoi en faire. Donc la troisième partie, ça va être de les aligner. Pourquoi on veut les aligner? C'est de la même façon que si vous faites une description de deux morilles, par exemple, vous allez lister tous les caractères morphologiques et écologiques que vous avez sur vos deux espèces, et puis vous allez mettre dans votre tableau tous ces caractères en colonne, là, et vous allez dire, ah oui, tiens, là, il y a une différence. Celui-là, il pousse sous pin, celui-là, il pousse sous chêne vert. C'est pareil ce qu'on fait là, simplement au lieu d'avoir des caractères morphologiques et d'en avoir peu, on a 700 caractères qu'on peut mettre dans des colonnes et voir lesquels sont différents des autres. Et donc on trouve comme ça les différences qui sont propres à chaque espèce. Donc cet alignement, il consiste à mettre les séquences l'une sous l'autre, à faire travailler les ordinateurs parce qu'à l'œil on devient fou. C'est ça, je veux dire, c'est la machine. Ah oui, non, ça... Alors moi je peux le faire avec 5 séquences de 10 ou 20 nucléotides, c'est-à-dire un collier de 20 perles, mais quand il y a un collier de 700 perles et que j'ai 500 séquences, merci les ordinateurs. Donc voilà un alignement tel que la machine va le faire. Elle va voir que par exemple la machine, si on décale ici, entre ce A et ce G, si on les décale de 2 crans, comme on l'a fait là, eh ben on aligne parfaitement toute la suite de la séquence. C'est ça un alignement. On optimise l'alignement de chaque colonne en mettant le moins possible d'espace pour décaler comme ça de part en part et avoir la plus belle séquence alignée. Donc ça, c'est des logiciels qui font ça très bien et qui permettent de déterminer finalement les parentés, les proximités entre les séquences. Ça va là aussi? C'est un peu de la cuisine, mais c'est de la cuisine différente de la précédente. Après, il faut traiter cet alignement. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Je ne vais pas non plus rentrer dans trop de détails, mais il y a une méthode qui est dite des distances. On va juste compter les différences entre chacune des séquences. Par exemple, là, quand on compare cette séquence avec celle-là, il y a une différence. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, mais il y en a une. De celle-ci. Le CG. Avant le T. Avant le T. C'est le T. Juste Là, avant. voilà.
Ici, bah, il va y avoir 4 différences. Il y a ces deux. Alors ça, on appelle ça des insertions-délétions, parce que là, il y a 2T, puis là, il y a une délétion des 2T. Ou alors, vous dites là, il n'y a rien, et puis là, il y a une insertion de 2T. Insertion-délétion, on dit souvent indel. Donc il y a ces deux différences-là, plus celle précédente, plus encore une ici, ce T, cela. Donc ça fait 4 différences. Et si on compare celle-là et celle-là, on a 3 différences. Donc ça permet, en rapprochant finalement dans une représentation graphique les espèces, enfin les séquences qui sont les plus proches, ça permet d'avoir une représentation de type arbre phylogénétique. Bon là, c'est que 3 espèces, mais on peut le faire avec 50, 100 espèces. Ça, c'est une méthode dite des distances. L'autre méthode, c'est une méthode probabiliste. C'est un peu pareil, sauf que ça tient compte des probabilités de mutation, parce que c'est pas pareil d'avoir un C avec un G ou un C avec un T. Pour des raisons diverses, on le sait, c'est pas pareil. Donc ça tient compte des probabilités, ça donne une image plus juste de ce qui s'est passé pendant l'évolution pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire qu'il y a eu un ancêtre au départ, une séquence ancestrale qu'on peut reconstruire à partir de ces 3 séquences-là, et qui a, à un moment donné, accumulé soit des délétions, soit des mutations pour donner ce qu'on a au présent. Et cette histoire-là évolutive, on la représente mieux avec des méthodes probabilistes qu'avec des méthodes de distance, mais au final, on a un arbre phylogénétique qui veut dire après la même chose. C'est bon, toujours? On n'ira pas du coup beaucoup dans le plus compliqué. Cherchez pas à lire les lettres, hein. C'est un résultat typique, avec pas beaucoup d'espèces. Hein. On a là peut-être 25 ou 30 séquences. À chaque fois, là, une ligne, c'est une séquence. Donc potentiellement une espèce. Ça peut être aussi un individu du même espèce. On a un alignement, là, où vous voyez que le logiciel, il a comprimé au mieux tout ça, tout en faisant des espaces là où il fallait en faire. Par exemple, là, cette colonne, vous voyez qu'il a dû créer cet espace. Bon, là, on ne voit pas pourquoi, parce que c'est un endroit plus bas dans l'alignement, mais là, il a créé cette bande blanche, parce que là, il y a un G, alors qu'à d'autres endroits, c'est des A. Donc, c'est soit G, soit A. Donc là, on a une information. On a des séquences qui, à cet endroit, ont un G, et d'autres qui ont un A. Donc, ça permet de mesurer comme ça le nombre de différences entre chacune des séquences entre elles. Et ça, ensuite, on peut le représenter par un arbre. Typiquement, ça c'est un arbre avec le même nombre à peu près de séquences. Donc chaque numéro ici correspond à une séquence. Et vous voyez qu'elles sont organisées en fonction de leur parenté, parce que plus les branches, dans ce sens-là, dans le sens horizontal, sont courtes, plus les séquences sont proches entre elles. Donc par exemple, vous voyez dans cette représentation que cet ensemble-là, il est plus proche, les organismes qui ont été séquencés là sont plus proches entre eux que n'importe lequel d'entre eux par rapport à celle-là, par exemple. Parce que pour rejoindre l'une à l'autre, il faut faire ce chemin-là, donc ce nombre de différences. On pourrait compter. Là, il y a probablement plus de 10 différences pour rejoindre ces deux séquences. Alors que là, celle-là, il y a peut-être 2-3 différences. Ok, c'est comme un arbre généalogique, sauf que là, c'est quantifié. Alors, un arbre phylogénétique, ça reflète donc les affinités génétiques. Et là, j'insiste, parce que c'est important, ça n'a rien à voir avec les affinités morphologiques ou écologiques. Donc on peut avoir des espèces qui ne se ressemblent pas du tout et qui par contre sont très proches génétiquement. On peut aussi avoir le cas contraire. Donc c'est un outil qui est complètement indépendant de la morphologie. Ça c'est très important. La deuxième chose, c'est que c'est une méthode quantitative. Pourquoi? Parce que là, comme je vous ai dit, en mesurant la longueur des branches, on peut déterminer combien de différences et finalement quelle est la parenté entre chacune des séquences, donc des espèces. C'est quantifié. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on peut évaluer la fiabilité de tout ça. Alors là aussi, je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous verrez sur tous les arbres phylogénétiques des numéros là, qui sont sur les branches, qui en général sont compris entre 0 et 1 ou entre 1 et 100 c'est en pourcentage. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce numéro, il reflète le pourcentage de fois où quand on répète l'expérience 100 fois, on retrouve le même arbre. Là, ce 0,98, il vous dit que quand on prend ces mêmes séquences-là et qu'on refait une analyse, c'est un indice de confiance. c'est un indice de confiance. À 98%, on retrouve cette branche-là, cette branche qui est ici, qui regroupe toutes ces espèces entre elles. On la retrouve dans 98% des cas. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de confiance dans cette branche, elle existe vraiment. En revanche, celle-là, 0,41, ça veut dire que dans plus de la moitié des cas, quand on fait cette analyse-là, on ne retrouve pas cette branche. Donc on ne peut pas lui faire confiance. Ça veut dire que théoriquement, on oublie cette branche. Donc si on oublie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lien génétique entre ce bloc-là et puis ce bloc-là,
il n'est pas fiable. Donc on a un ensemble ici qui n'est pas du tout relié, en tout cas pas fiablement, à cet ensemble. Parce que celle-là, il faut faire plus de distance pour arriver jusqu'à cette étape ancestrale. Donc ça permet de dire, quand on regarde le champignon qui a cette séquence-là, que vraisemblablement, mais c'est toujours vraisemblable, l'ancêtre commun à toute cette lignée devait plus ressembler à ça que à ça. Mais encore une fois, c'est des pistes, hein, c'est jamais une preuve. Parce qu'entre-temps, entre l'ancêtre et lui, il a pu se passer aussi beaucoup d'événements, et ça a pu changer pas mal. Je ne vais pas aller plus loin sur ce que c'est que la phylogénie, je pense qu'on en a dit l'essentiel. Et je vais aller même zapper peut-être cette partie-là, parce que ce n'est pas le plus intéressant, les concepts d'espèces fongiques. Je reviendrai juste sur ce que je vous ai déjà dit dans la diapo précédente, qui est l'espèce morphogénétique. Donc l'espèce morphogénétique dont je vous ai parlé précédemment, en fait, elle résulte d'une espèce de contraction ou de synthèse, de Graal, c'est un Graal, ça, vous n'avez pas reconnu, entre le concept d'espèce initiale de Linné, qui était en gros des tiroirs, hein, dans lesquels on range les organismes en fonction de caractères morphologiques la plupart du temps, c'était la taxonomie linnéenne, et puis Darwin, qui a cette vision complètement différente d'enchaînement des espèces à partir d'ancêtres communs. Quand on essaye de faire une compression de tout ça, on arrive à ce qu'on appelle maintenant la taxonomie intégrative, qui est basée en fait sur l'établissement de ces espèces morphogénétiques. C'est-à-dire qu'on associe à une diagnose classique une signature ADN unique. C'est ça la taxonomie intégrative qu'on essaye nous de promouvoir, et on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais c'est ça l'actuel et l'avenir de la mycologie. Donc là aussi je vais passer rapidement, et pour en venir à ce qu'on a un petit peu relié en tout cas par rapport à ce que je dis précédemment, les morilles, un modèle de taxonomie intégrative, parce que c'est ce qui pour nous a été le début finalement de cette aventure-là. Je vous montre ça, mais je ne vous le décris pas parce que je vous les ai déjà montrés précédemment. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Ça, c'était, je vous ai dit tout à l'heure que O'Donnell, c'était un chercheur américain qui s'intéressait à la phylogénie, plus finalement qu'aux morilles en tant que tel, en tant que naturaliste. Et O'Donnell, ce qu'il a fait, c'est assez original. En 2011, il s'est dit, moi, les morilles, je ne comprends pas grand-chose. Dans le monde, les gens ne comprennent pas grand-chose non plus. Moi, je vais prendre toutes les morilles que je vais pouvoir récupérer, et je vais les séquencer. Et je ne vais pas m'intéresser dans un premier temps à savoir si elles sont grandes, petites, je m'en fous. Je vais les séquencer et je vais voir à quoi ça ressemble. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un arbre phylogénétique à partir de beaucoup de collections qu'il a récupérées. Alors c'est là un peu le point faible de son analyse, c'est qu'il a récupéré ces morilles essentiellement d'Amérique du Nord et de Chine. Très peu d'Europe. Le problème, c'est que les espèces de morilles, historiquement, elles ont été décrites d'Europe. C'est Fries, Boudier, l'école française, c'est essentiellement en Europe que ça s'est fait. Donc, corréler le travail phylogénétique d'O'Donnell avec l'histoire finalement de la taxonomie des morilles, ça a été compliqué. C'est un peu ce qui a fait qu'on a fait ce travail en 2015. Mais lui, O'Donnell, ce qu'il a fait, c'est très important, c'était la première fois que ça se faisait, il a montré que toutes ces morilles, donc essentiellement américaines et un peu chinoises et un tout petit peu européennes, elles se répartissaient en gros en 3 grandes lignées. Je parle de lignées, un peu comme vous parleriez de famille, hein, pour des gens. Une qui est représentée ici en bleu, qui a un ancêtre qui a vécu il y a longtemps, mais ça il a même daté O'Donnell, parce qu'on peut dater ces ancêtres-là. En gros c'est 30 millions d'années ou quelque chose comme ça. Donc il y a un ensemble là qu'on appelle une lignée qui s'est diversifié pour donner un certain nombre d'espèces. Alors là je crois qu'il y en a une 25 ou quelque chose comme ça. Enfin, à cette époque-là, c'était en 2011, il y en avait 24. Une autre lignée représentée ici en vert, où il y avait un peu moins d'espèces, 16. Et puis une lignée basale. On dit basale parce que cette lignée-là, qui est unique, il y avait une seule espèce qui s'appelle Rufobrunnea, elle est tout près en fait du tronc. Donc c'est vraisemblablement la morille qui ressemble le plus à l'ancêtre commun à toutes les morilles. Et donc ces 3 grandes lignées de morilles, et bien ce qui tombe bien, et ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça que ça mérite d'être souligné, c'est que pour une fois, la phylogénie a confirmé ce qu'on connaissait de la morphologie. C'est-à-dire que ce qui est en bleu là, qu'on a appelé le clade elata, alors le clade c'est une lignée, hein, Ferli. Donc le clade elata se superpose assez bien à la section distantes de Cloès et des auteurs, disons, classiques. Donc c'est des morilles qui ont ces alvéoles là, ces alvéoles qui sont alignés le long d'un axe longitudinal. Très important,
À l'intérieur de ce clade-là, on retrouve quoi? Les morillons. Je dis les morillons parce qu'aux États-Unis, ils ont deux espèces de morillons, et puis nous en Europe, on a d'autres morillons à nous. Donc ces 3 morillons, ils forment bien un ensemble à l'intérieur de ce clade Elata ici, et donc ça permet de dire quoi? Que les morillons sont bien des morilles. Et non seulement sont bien des morilles, mais en plus, ils font partie de la lignée des morilles du clade Elata, c'est-à-dire de la section Distantes. Ça, c'était pas du tout automatique avant qu'on ait ces données-là. Hein. Les morillons, ça a été classé dans le genre Microphora. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Il y a eu 2 ou 3 genres différents pour les morillons. Enfin, on ne savait pas trop classer. Microphora, et puis je ne sais plus quoi. Et donc l'autre grande lignée, c'est ça corrèle avec la section Morchella, donc avec Morchella esculenta. Celle-là, on ne la connaissait pas trop en morphologie, parce que c'est une morille qui était pas connue ou confondue avec d'autres à l'époque, mais on a pu voir que c'était vraiment une espèce à part. Donc ça, c'était une nouvelle intéressante. Ça montrait d'une part que la diversité réelle des morilles, c'était probablement plus proche des estimations hautes, les 30, 34 de Cloès, que des estimations basses à 3 ou 5, premièrement. Deuxièmement, ça a donné la position évolutive des morillons. Troisièmement, ça a montré que les caractères morphologiques corrélaient assez bien avec une histoire évolutive propre, c'est-à-dire que vraisemblablement, il y a eu à un moment donné un ancêtre commun à toutes les morilles qui ont des alvéoles non alignées, et puis un ancêtre commun aux morilles qui ont des alvéoles alignées. Donc ça, c'était intéressant en soi. Donc ça, c'était en 2011. Ce qu'ils ont fait un an après, avec un collègue mycologue qui s'appelle Kuo, américain aussi, c'est qu'ils ont fait le travail inverse de ce que vous pensez qu'il faut faire normalement et ce que vous feriez tous naturellement. Vous allez trouver un truc sur le terrain, vous allez la décrire. Éventuellement, si vous êtes confiant, vous allez me l'envoyer pour qu'on séquence ça. Et puis, quand on a l'ensemble des données, on va publier une nouvelle espèce. Ça, c'est la logique. Sauf que eux, comme ils sont partis des séquences, ils ont fait la logique inverse. Ils ont pris chacun de ces groupes-là, ces clades, par exemple MEL10, là, ils ont pris, alors là il n'y a marqué qu'une seule séquence, mais en fait ils avaient 10 ou 15 collections qui avaient cette séquence-là unique. Donc ils ont pris toutes ces collections de morilles qu'ils avaient séchées, qu'ils avaient étudiées, photographiées, et ils ont pondu une description, une diagnose. Et de cette façon, ils ont créé une espèce, au même titre que vous l'auriez fait dans le sens inverse. Et donc cette espèce-là, qui correspond à la signature MEL10, c'est Morchella importuna. Elle est là. Donc ils ont fait le travail inverse, mais le résultat est le même. Ils ont créé une espèce morphogénétique. Vous comprenez ça? Voilà. Donc ça, c'était le travail de Kuo en 2012, qui a permis de montrer que sur les États-Unis, en tout cas, il y avait 20 espèces morphogénétiques, plus encore 21 espèces phylogénétiques, en attente donc de diagnose pour accompagner la signature ADN. Donc là, on est en 2011-2012, et c'est pour ça que, au début, je vous disais... Philippe Cloès, quand il a pondu sa monographie en 2012, il a dit qu'il y avait 34 espèces, alors que 20 ans auparavant, il disait qu'il n'y en avait que 4, parce qu'il avait eu vent de ces résultats d'O'Donnell, et qu'il a du coup réajusté son concept d'espèce aux données évolutives connues à ce moment-là en 2011. Donc on se retrouvait en 2012 avec une situation un peu intéressante, mais un peu qui était un défi aussi, c'est qu'on avait d'un côté le travail de Philippe, 34 espèces morphologiques essentiellement européennes, non séquencées à l'époque, c'était que de la morpho. La même année, donc le travail de Kuo avec ses 20 espèces morphogénétiques, plus un certain nombre d'espèces phylogénétiques, essentiellement des États-Unis. Comment faire matcher ça? Est-ce que là-dedans, on a des espèces qui sont présentes chez Philippe et vice-versa? C'est en fait ça qui a donné naissance au travail qu'on a fait ensemble avec Pierre Arthur, qui a en fait chapeauté tout ça, et qui a permis d'aboutir à la répartition que je vous ai montrée dans la présentation précédente. Je vous remets juste cette diapo pour vous rappeler finalement le concept d'espèce morphogénétique, diagnose, icône ou hexicatone quand c'est actuel, et une signature ADN unique. Voilà, c'est bon? J'ai perdu personne encore? C'est bien, ça va venir. Donc ça je passe aussi. Ça, c'était pour répondre à une question, tiens, je la montre parce que tout à l'heure on m'a posé la question, et la microscopie, est-ce qu'on peut trouver des caractères qui les différencient, ces espèces, disons, avec signature ADN unique? En fait, c'est ce travail-là qu'on a fait dans le papier de 2016 avec Michael Loisides. Quelqu'un me demandait l'article tout à l'heure, je crois que c'est Philippe. Donc c'est Loisides, Bélanger, Cloès, Richard et Morand 2016.
C'est exactement ça qu'on a fait. On est parti des espèces qui étaient confirmées d'un point de vue ADN. Et c'est surtout Michael Wozniak qui a fait ça. Il a regardé, il a cherché des caractères microscopiques et il en a trouvé qui permettent de différencier des espèces proches, y compris quasiment indistinguables jusqu'alors. Donc il a montré qu'il y avait des striations sur les spores, ça c'est aussi Philippe qui l'a montré, Philippe Loès. Donc vous avez des espèces qui ont des spores striés, on voit très bien là, d'autres avec des spores toutes lisses. On le voit mieux en microscopie électronique, mais bon là il l'a vu avec des colorations spéciales. Donc c'est un critère qu'on avait complètement zappé. C'est un grand classique ça. On fait de la taxonomie avec les critères morphologiques. On peut. On pense qu'on a tout décrit. Et puis les phylogénéticiens arrivent, ils vous disent non, là, dans ce que tu appelles Morchella esculenta, il y a 2 espèces. Donc, ok, tu prends les 2 groupes, là tu reviens sous microscope et tu cherches. Et là tu trouves. Moi, c'est ce que je fais avec notamment l'équipe de l'Atlas des Cortinaires. Ils ont fait ça plein de fois, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il y avait qu'une espèce, et puis quand ils ont les résultats de la génétique, a posteriori, ils disent ah oui, finalement, on voit maintenant des différences. C'est beaucoup plus facile de trouver des différences morpho quand on a les résultats de la génétique que quand on ne sait rien. Il faut finalement partir de zéro. Donc là, il a vu, Michael et Philippe ont vu qu'il y avait des striations sur les spores qu'on avait complètement zappées. Ils ont vu qu'il y avait des paraphyses un peu spéciales, qui avaient des extrémités différentes entre des espèces très proches, des poils du stipe pareil, des acroparaphyses qui sont des paraphyses présentes sur les crêtes finalement des alvéoles. Donc il y a plein de choses qu'on a vues après coup. Donc ça c'est très important. On y reviendra dans ma dernière diapo, c'est vraiment l'étape la plus importante, c'est celle-là. C'est une fois qu'on a tous les résultats de la génétique, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est le début en fait. C'est là qu'on revient sur... Excusez-moi. Ouais. Et le facteur temps, est-ce que vous réussissez? Parce que quand il y a 2 espèces comme ça qui sont décelées, elles ne se sont pas distinguées en même temps. Il y a un écart d'apparition dans le temps. Et est-ce que, avec votre système, vous réussissez à remonter, savoir à peu près combien de temps il y a d'apparition entre les espèces? Alors, en général, la théorie, et qui est confirmée dans toutes les observations qu'on fait, c'est qu'une espèce, elle a un temps de vie limité. Elle apparaît lorsque un ancêtre commun entre 2 espèces se distingue, se sépare génétiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce. Cette espèce, elle va occuper. Et puis la deuxième qui apparaît plus tard, non. Une espèce, elle naît et elle meurt. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et elle meurt quand elle donne naissance à 2 autres espèces. Ou alors c'est qu'elle ne meurt pas et elle perdure. Morchella rufo-brunea est présente sur Terre depuis vraisemblablement 40 millions d'années. Alors que toutes les autres, là, qui étaient dans la partie complètement bleue en haut de mon arbre phylogénétique, elles sont là depuis 3 millions d'années. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ça, je passe. Et donc, on en arrive maintenant à une petite histoire que je vais vous raconter sur le cas de Boletus mamorensis. Vous connaissez cette espèce tous? Oui. Le bolet de la Mamora. La Mamora, c'est une forêt qui se trouve à côté de Rabat, une forêt très belle de chênes-lièges, de très grands chênes-lièges, sur un sol très sableux. Moi, j'y suis personnellement jamais allé, mais j'ai vu des photos, d'autres y sont allés. Alors, c'est très spécial comme milieu. Hein. Donc, il y a un bolet qui est d'ailleurs extrêmement exploité là-bas, et ramassé, commercialisé, exporté vers la France notamment. Et un jour, il y a Guy Redeuil qui voit un de ces bolets qui vient de la Mamora, sur le marché d'Orangis, je ne sais pas où c'est qu'il a vu ça. Et il dit, mais ça ressemble pas à nos boletus qu'on connaît. Ça ressemble à Aereus, ça ressemble aussi à Pinophilus, mais ça a l'air d'être différent. Donc il a créé une espèce nouvelle qu'il a appelée Boletus mamorensis. Bon, très bien. La question, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à Aereus, et que ça ressemble un petit peu aussi à Pinophilus. Est-ce que c'est une bonne espèce? Ça, on peut toujours se poser cette question-là. Vous avez une photo ici d'une récolte de Pierre-Arthur Moreau faite dans la Mamora. Donc c'est rare, hein, ça. Pourquoi c'est rare? Parce qu'en général, quand on va dans la forêt de la Mamora, les gens ont tout ramassé et donc on n'en trouve jamais. Et d'ailleurs, il y avait une histoire rigolote, c'est qu'à l'époque, c'était pas Valençon, c'est Berthaud qui l'avait jamais trouvé parce qu'il disait, mais moi, je l'ai jamais vu. Quand je vais en forêt de Mamora, je vois les gens qui arrivent en camion ou qui en partent.
avec des paniers pleins, mais j'ai jamais vu le champignon sur les terrains. Bon, Pierre Arthur, je sais pas, avec son flair habituel, il a dû tomber dessus, je sais pas comment. En tout cas, il a pu faire cette photo, il y en a d'autres. Voilà à quoi ressemble ce champignon. Donc en gros, c'est un Boletus aereus avec un chapeau d'une couleur un peu différente, et surtout qui évolue apparemment, d'après la littérature, différemment d'Aereus. Il naît plutôt foncé, il s'éclaircit, ou clair, il fonce, alors que Aereus c'est le contraire, je ne sais plus. Il a un pied qui est, en tout cas dans la Mamora, plutôt radicant, ce qu'elle n'a pas Aereus. Et le réseau, selon les auteurs en tout cas, serait plus étendu que Aereus. Mais là, c'est pas évident sur cette photo-là. Je trouve que le réseau, au contraire, il est plutôt discret. Bon, en tout cas, il y a un possible étendue du réseau différente. La question, c'est est-ce que c'est une bonne espèce? Toujours pareil. Sur ces caractères-là, vous pouvez le dire, oui, ben moi je la reconnais. En plus, ça pousse qu'en forêt de Mamora, donc écologiquement, ça a un sens de faire une espèce. Très bien. Bon. Donc moi, ce que je vais faire maintenant avec vous, et ce que j'ai fait ici à partir de cette diapo, c'est que j'ai essayé de prendre pas à pas la procédure que vous feriez si vous vouliez répondre à cette question en utilisant les outils de la génétique. Donc c'est une succession de captures d'écran, parce que je ne peux pas faire autrement. On n'a pas pu faire le TP qu'on voulait faire avec Pierre Arthur au départ. Ça viendra peut-être d'ailleurs. Ce que je vous fais là, peut-être que c'est une première partie de quelque chose qui sera fait de façon pratique plus tard dans l'année avec Pierre Arthur qui sait bien faire ça, qui l'a déjà fait. Mais là, bon, vu les contraintes, on a fait comme ça. Alors, comment on fait? Ben, la première chose, c'est qu'il faut déjà avoir du matériel génétique qui correspond à ce bolet de la Mamora. Donc on va chercher si ça existe, ça. Parce qu'il se peut que le champignon ait déjà été ramassé et séquencé par quelqu'un. D'accord? Donc vous allez dans ces cas-là dans une banque de données de séquences qui s'appelle GenBank. Est-ce que j'ai mis l'adresse? Ah non, vous trouverez GenBank, il n'y a pas de souci. Et vous allez faire une recherche sur le nom Boletus mamorensis. Vous aussi tapez que mamorensis. Ouais. Et vous allez voir si quelqu'un a déjà des séquences de ce truc-là. En tout cas, des séquences qui correspondent à des collections qui ont été annotées Boletus mamorensis par quelqu'un. Quand vous faites ça, vous tombez, ça c'est un exemple réel, hein, donc vous tombez sur 3 items, 3 résultats qui sont présentés comme ça, numérotés 1 à 3, avec donc un certain nombre d'informations en bleu et puis un certain nombre de liens en dessous. Vous avez déjà fait ça, certains d'entre vous, ou jamais? Non, jamais. D'accord, je vais aller vraiment étape après étape. Donc vous avez ici 3 sorties Boletus mamorensis avec des collections, des numéros de voucher, donc qui sont les numéros de récolte hein, des gens qui ont soumis la séquence. Et il y a une information très importante à prendre en compte, c'est le marqueur, c'est-à-dire la région ADN qui a été séquencée. Parce qu'après tout, vous pouvez avoir sur un même champignon plusieurs régions d'ADN séquencées. Là, vous voyez que, ce que j'entoure en rouge, la personne qui a fait cette séquence-là, ils ont séquencé non pas le marqueur classique ITS, mais un truc qui s'appelle cytochrome oxydase subunit 1, ça s'appelle COA1. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'on n'utilise pas ce marqueur normalement en mycologie, mais bon, peut-être c'est une vieille séquence, et à l'époque on faisait ça. Ce qui vous intéresse, vous, c'est les séquences ITS. Donc vous cherchez, vous sélectionnez celles qui contiennent le terme Internal Transcribe Spacer, et vous en avez 2. Donc ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont séquencé un Boletus mamorensis, quelque chose qui a été nommé comme ça. Vous avez les informations de qui a ramassé ces champignons-là, vous l'avez déjà dans le titre ici. Là, vous avez le numéro de voucher PAM 06 11 20 01, donc quand on connaît Pierre Arthur Moreau, on sait que c'est une collection qu'il a trouvée en 2006 et le 20 novembre 2006. Ça faut connaître PAM. Et là, vous savez que c'est une collection qui a été trouvée par probablement Christophe Léguru de Lille. Ça, c'est son code à lui. Donc vous avez un certain nombre d'infos déjà là, ce qui va vous intéresser vous. Parce que les photos de Mamorensis dans l'école c'est Oui, non, mais je suis à peu près sûr aussi. Donc vous avez ces 2 séquences qui vont vous intéresser, que vous voulez récupérer. Pourquoi? Pour les comparer à des séquences de Boletus aereus, de Boletus pinophilus ou à d'autres Boletus, pour savoir si c'est la même chose ou pas. C'est un peu ça la question. Donc vous sélectionnez à ce moment-là, ici et ici, vous faites un clic pour avoir ces 2 items-là qui vous intéressent. Et vous allez cliquer sur soit GenBank pour avoir plus d'informations sur les séquences, soit sur FASTA pour avoir que la séquence, mais on va cliquer sur GenBank pour voir à quoi ça ressemble. Donc quand vous cliquez sur GenBank, vous tombez sur quelque chose comme ça, qui est la page d'identité finalement de cette séquence-là. C'est pas très joli, hein, je suis d'accord, mais bon, il y a toutes les informations, vous retrouvez le titre ici. Vous avez là tout un tas d'informations, les plus importantes, souvent elles sont ici, dans la partie qui est juste au-dessus de la séquence. Ça c'est la séquence, donc ça c'est vraiment la chose qui vous intéresse.
Donc c'est un enchaînement de CA, TG, hein. Il y en a à peu près 700, ce que je vous disais précédemment. Et là, vous avez toutes les informations. Alors, vous ne pouvez pas lire, mais vous avez l'organisme Boletus mamorensis. Vous avez Isolation Source, donc de là où ça vient, donc on sandy soil under Quercus suber, donc c'est sous Châne-Liège. Vous avez le numéro de voucher, PAM 06 qui est répété. Vous avez en général le pays, donc Maroc, Kénitra, c'est la commune. Bref, vous avez pas mal d'informations. Et là, vous avez l'autorité donc, qui a créé cette espèce, le Cérodeuil, Boletus mamorensis. Ça, c'est les informations générales. Vous, ce que vous voulez, c'est récupérer la séquence ici. Vous pouvez soit la copier-coller dans un fichier texte, soit vous cliquez là-dessus directement et vous avez que cette séquence-là dans un fichier séparé. Quand vous cliquez justement sur FASTA, vous retrouvez donc que la séquence là. Ça, c'est ça que vous voulez récupérer. Alors, le fichier FASTA, c'est quoi? C'est un format. FASTA, c'est un format, mais vous l'entendrez tout le temps quand vous travaillez avec des séquences. C'est juste du texte avec, au-dessus donc, du texte qui correspond à la séquence. Le titre commence toujours par ce signe-là, supérieur. Quand vous avez ça, du texte derrière, et puis en dessous, la séquence en elle-même, c'est un format FASTA. FASTA, c'est tout simplement du texte, ça s'ouvre avec du Word, avec n'importe quel logiciel de traitement de texte. Vous pouvez en créer un simplement en mettant ce signe supérieur, le titre et puis votre séquence dessous. Donc là, vous sélectionnez donc une de ces séquences-là qui vous intéresse, qui correspond à un mamorensis. Et là, vous avez un lien qui s'appelle Run Blast. Vous savez ce que c'est un blast? Alors blast, oui, en anglais, ça veut dire explosion. Effectivement, c'est un jeu de mots quand ils ont créé ce... En fait, ça, c'est un algorithme, c'est un système qui permet de comparer une séquence ADN avec tout ce qui existe dans la base de données. Sachez quand même que dans GenBank, il y a... je ne sais plus, peut-être 10 millions de séquences, ou même plus que ça, y compris les séquences ITS. Donc si vous voulez faire ça sans l'ordinateur, vous oubliez. Blast, il va faire ça. Il va le faire très vite, il va le faire en quelques secondes. Il va vous dire en gros quelles sont les séquences qui sont les plus proches de celles que vous cherchez à étudier. Donc quand vous cliquez sur Run Blast, vous avez une fenêtre qui apparaît, vous retrouvez votre numéro de séquence là-dedans. Là, vous laissez tout ça comme c'est là. Et vous allez cliquer sur Blast ici. Là, vous dites que je démarre, je veux savoir qu'est-ce qui est proche de ma séquence. Et là, il va vous donner une liste. Alors là, je l'ai tronqué. Hein. Selon le paramétrage de votre ordinateur, il va vous en montrer 10 ou 50 ou 100. Peu importe. Elles sont classées par ordre de ressemblance maximale. Vous retrouvez ça ici dans la colonne identité. Ou score, ça dépend, mais en général, ça corrèle bien. Mais regardez plutôt, classez-les par identité. Vous voyez déjà que là, vous avez les deux premières qui vous donnent 100% d'identité. En théorie, ça devrait être celle que vous avez ciblée, plus celle qu'on avait repérée avant, les deux qu'on a vues avant. Et d'ailleurs, quand on vérifie, c'est les deux mêmes numéros. Donc on retrouve bien les deux séquences de mamorensis qui sont déjà dans la base de données, c'est normal. Et puis les suivantes, eh ben, on descend à 99, 99, 99, et en fait, ça descend encore jusque-là à 99. Donc on a beaucoup de séquences qui sont très proches, en tout cas au maximum 1% de différence de la séquence que vous avez ciblée. Là encore, ça ne vous dit pas si c'est la même espèce, ça vous dit juste qu'il y a beaucoup de séquences qui sont très proches des deux séquences de mamorensis, mais elles sont quand même un peu différentes. Elles ne sont pas à 100%. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on en est là? On veut toujours répondre à la question, n'oubliez pas, est-ce que mamorensis est une bonne espèce ou pas? Donc, est-ce qu'il existe des séquences qui sont vraiment très très proches au point de dire non, il n'y a qu'une seule espèce mamorensis qui comprend tous les Aereus et puis les deux mamorensis, ou est-ce qu'on a quand même un petit groupe mamorensis qui se sépare de tous les Aereus plus Spinophilus? Donc on sélectionne, on regarde les pourcentages qui sont là, on va sélectionner tout ce qui est en gros au-dessus de 97 ou 98%. Donc vous faites des cliquets là-dedans, vous pouvez tout cliquer ou cliquer ce qui vous intéresse. C'est pas la peine de tout prendre dans un premier temps, mais vous prenez les plus ressemblants. Et puis vous allez chercher à récupérer ça dans un fichier texte. Donc pour faire ça, vous allez ici dans le download, vous sélectionnez dans ce qui vous demande, c'est présélectionné par défaut en FASTA Complete Sequence, et vous allez faire Continue, et là il va vous télécharger, en gros il va récupérer de GenBank toutes les séquences que vous avez sélectionnées, il va les mettre dans un format texte, tout simplement, dans un fichier séparé. Donc vous allez récupérer un fichier qui ressemblera à ça, ou ça peut s'ouvrir avec Word dans votre ordinateur, ça dépend comment par défaut il va être, mais en gros vous avez à chaque fois le titre, avec toujours le même signe là, parce que c'est du format FASTA, la séquence,
Et elles sont classées comme ça dans l'ordre de la diapo précédente. Donc là, vous ne touchez pas à ça, vous avez votre ensemble de séquences. Et vous pouvez maintenant commencer à les comparer. C'est bon là, j'ai rien... qui s'appelle, là vous avez le phylogénie.lirn.fr, ça c'est le site qui est à Montpellier, et puis le site mère il est à Marseille. Donc si ça ne marche pas sur votre site, vous allez sur la page d'accueil ici, vous tapez sur Mirror Site, vous retournez sur la même page, simplement là-haut il n'y aura pas marqué Lirn, et vous refaites la même chose sur le site Mirror, et des fois ça développe bien sûr. Donc là quand vous faites one click, vous allez tomber sur une fenêtre comme ça, où vous allez devoir rentrer vos séquences, celles que vous avez sélectionnées. Donc vous pouvez soit aller les chercher avec un truc classique à parcourir, vous cherchez sur votre bureau, là vous avez mis le fichier texte, vous cliquez là-dessus, soit vous faites un copier-coller, vous mettez là-dedans vos séquences en format FASTA, très important. Si vous avez un message d'erreur, c'est que vous avez un problème avec le format, donc vérifiez bien que vous avez le petit signe avant chaque titre. Là, il va vous demander si vous voulez utiliser Gblock pour éliminer les polylines machin. Dans certains cas, ça peut être bien de le faire. Ça, c'est un système qui va éliminer les régions qui sont très mal alignées. Quand vous faites l'alignement, vous vous rappelez le gros alignement que je vous ai montré. Il y a des régions qui sont toutes blanches parce qu'il y a une séquence qui va avoir un bout d'ADN et puis toutes les autres, c'est un peu le bazar. Alors des fois, ces régions mal alignées, il faut les éliminer ou les conserver. En tout cas, il faut comparer les deux. Dans un premier temps, vous pouvez tester avec et puis voir après si ça différencie quelque chose quand vous cliquez ça. Et vous faites Submit. Là, vous lancez l'analyse. Quand vous faites ça, eh ben, on fait ce que je vous ai montré précédemment, il aligne les séquences. Hein. Il va séparer au mieux pour garder le plus de compacité tout en faisant des espaces là où il faut en faire. Typiquement ici, vous avez cette séquence-là qui a un insert, c'est-à-dire une séquence de 6 nucléotides, là, 6 bases, que les autres n'ont pas. Donc l'ordinateur il a été obligé de séparer le bloc pour cette séquence-là. Et puis tous les autres, ils ont à cet endroit rien du tout, une délétion. Donc il y a des différences que vous voyez, là je vous ai montré juste une région en particulier. Là vous voyez, il y a marqué 550, là il y a marqué 600, donc ça veut dire que quand vous déroulez votre alignement, on part de 1 et on va jusqu'à 700 et des poussières. Donc là c'est un endroit que j'ai choisi de vous montrer pour illustrer le résultat qu'il y a à l'étape 4 ici, de curation, parce que là j'avais fait marcher Gblock. Et vous voyez que là il y a des zones où il y a effectivement ici, il y a les 3 séquences-là, elles ont un C, alors que toutes les autres, elles n'ont rien. Ici, il y en a encore 2 ici. Là, les 3 premières, elles ont un C, alors toutes les autres séquences, elles ont un A. Donc il y a des différences qu'on voit tout de suite. Là, il y a un A, alors partout ailleurs, il y a un G. On a ce qu'on a appelé tout à l'heure des polymorphismes qui apparaissent. Chaque séquence, donc chaque individu séquencé, a un certain nombre de polymorphismes qui lui sont propres. On voit très bien quand on fait ce genre d'analyse. Ils peuvent être très fréquents ou complètement random, complètement aléatoires. Ce A, par exemple, il est propre à uniquement cette séquence. Donc c'est un événement qui est arrivé à un moment donné chez un individu, qui a été transmis dans sa descendance, mais qui ne s'est pas distribué dans la population qui a été échantillonnée là. Donc là, c'est pareil. Ça c'est un polymorphisme qui est très ponctuel. C'est que dans une des séquences échantillonnées. Alors, ça, c'est important aussi de noter que là, il vous donne le pourcentage de conservation qu'il y a dans l'alignement. C'est pas très important, mais si ça c'est quand on fait du Gblock, c'est-à-dire quand on a éliminé les régions trop mal alignées, vous voyez qu'il a conservé 73% de l'alignement. Il a enlevé donc 27% qui étaient vraiment trop mal alignés. Donc il faut tester avec et sans pour voir si ça fait une différence. Bon, on va revenir après sur cette diapo, elle est importante parce que là ce que je veux vous montrer c'est ces deux positions-là qui sont justement les 2 séquences, vous ne voyez pas, mais c'est les 2 séquences de Mamoran 6 qui sont là. Et là, à cet endroit-là en particulier, il y a un G. Je crois que je vais marquer d'ailleurs. Voilà, je vais marquer en plus gros ici. À cet endroit-là, donc c'est la même chose que la diapo précédente en plus gros, il y a un G, donc c'est les 2 Mamoran 6. À cette position qui est là, la position 590 dans cet alignement, mais si on refait un alignement, ça sera peut-être la position 550. Bref. C'est quoi ce bruit? C'est bien. Alors ça c'est important parce que vous voyez que les 2 Mamoran 6 sont un G alors que toutes les autres séquences qu'on a choisi de comparer, donc qui sont des Aereus, en tout cas qui ont été annotées comme des Aereus, elles sont un A. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence là. Une différence. On va dire mais une différence, est-ce que c'est assez ou pas? Il n'y a jamais de réponse absolue à cette question-là. Jamais. C'est-à-dire que c'est toujours un choix de dire
une différence c'est pas assez ou une différence c'est assez. Comment on fait ce choix? On n'est plus dans le domaine de la phylogénie là, on est dans le domaine de la taxonomie. Ça c'est très important. Beaucoup de gens confondent les deux. Ils pensent que quand on a fait un arbre phylogénétique ou une étude comme ça, on a notre réponse, c'est que là, ben, on a une différence, donc on a une espèce. Non, ça tient compte, c'est un outil. Ça vous dit, il y a une différence, comme vous auriez pu dire, oui, ben, Mamorensis, il a le piradicant, et puis Aereus n'a pas le piradicant. C'est le même ordre. Sauf que là, c'est de la génétique, et à côté, c'est de la morpho. Donc quand on fait un arbre phylogénétique à partir de cet alignement-là, en fait, on a un résultat qui ressemble à ça. Donc là, c'est écrit petit, cherchez pas à voir, mais on retrouve un arbre comme je l'ai présenté précédemment, avec nos deux séquences de Mamorensis qui sont ici, et qui ont une petite branche là, qui correspond à cette différence que je vous ai montrée avant. Donc la petite différence, 1 sur 700, qui n'est pas énorme, hein, elle est visible là, elle donne une petite branche. Alors si vous voulez décider que c'est une espèce ou pas, il ne faut pas prendre en compte seulement cette différence-là, il faut prendre en compte l'ensemble de la lignée. Et toute la lignée, elle vous dit quoi? Elle vous dit que ben, quand on regarde toutes ces molécules, toutes ces séquences-là, qui sont toutes des Aereus, on a du polymorphisme, on a plein de petites branches partout. Donc cette branche-là, qui correspond au Mamorensis, elle n'est pas plus importante que tout ce qu'on a entre deux séquences prises au hasard, en gros, dans les Aereus. Donc vous pouvez toujours dire que Mamorensis est une bonne espèce, parce qu'elle pousse dans la Mamora et qu'elle est différente. Vous pouvez le faire. Mais il va falloir justifier pourquoi vous le faites, sachant que dans les Aereus, par ailleurs, on a une différence, un taux de polymorphisme qui est plus important qu'entre Mamorensis et un Aereus pris au hasard. Voilà, ça c'est un truc vraiment à comprendre. Là on fait de la taxonomie quand on fait ça. On fait un choix humain, informé par l'outil génétique, mais c'est quand même un choix humain. Ok? Alors, si on reprend la diapo précédente, est-ce que c'est une bonne espèce ou pas? On peut rajouter aux différences avec Aereus cette substitution AG, donc c'est-à-dire la différence à cette position qui était 590, mais qui changera de l'ADN de l'ITS A ou G. Ça fait un caractère de plus. Mais la question, elle reste toujours d'actualité là. Vous pouvez toujours faire ce choix de la conserver ou pas cette espèce en justifiant, toujours pareil. Alors il se trouve qu'en 2010, il y a des chercheurs qui ont, avec notre ami Pierre-Arthur Moreau, travaillé sur cette lignée des bolets, enfin des cèpes. C'est-à-dire, nous on n'en connaît que 4 en France, mais en Europe, enfin dans le monde, il y en a plus d'espèces que ça, notamment en Amérique du Nord et en Chine. Et donc ce Bryn Dentinger, il a fait une analyse phylogénétique de tous les bolets du groupe, enfin les vrais cèpes, quoi, les Gramboletus au sens strict. Et ce qu'il a montré, ben, c'est ce que je vous ai présenté avant, hein, c'est que les deux Mamorensis de PAM, c'est pour ça qu'elles sont dans GenBank, les deux séquences. C'est là que vous comprenez pourquoi elles sont dans GenBank, c'est parce qu'en 2010, Dentinger a appelé Pierre-Arthur, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, en tout cas, Pierre-Arthur a dit, moi j'ai deux séquences de Mamorensis, de vraies, hein, de là-bas, si tu veux, je te les donne, tu les séquences, tu les intègres dans l'analyse phylogénétique. Et donc c'est pour ça que ces deux séquences, elles sont dans l'analyse de Dentinger. Effectivement, on retrouve, alors vous ne voyez pas de là où vous êtes, mais là il y a une petite branche là, qui correspond à cette unique différence. Donc Dentinger, quand il a vu ça, de façon assez logique, parce que moi j'aurais fait exactement comme lui, hein, il a dit non, mais là, ok, quand on regarde l'ensemble des lignées, on voit bien que ça, c'est pas significatif par rapport à tous les petits décrochés qu'il y a là. Moi, je considère que tout ça, c'est Aereus. Et donc, Mamorensis, c'est un synonyme d'Aereus. Éventuellement une variété ou une forme, mais en tout cas, c'est pas une espèce à part. Ça, c'est la conclusion de Dentinger. Boletus Mamorensis égale Boletus Aereus. Conclusion tout à fait logique. Hein. Il y a un nébulis dedans. Oui, alors ouais, ça vous dit quoi? Il y a un nébulis de PAM en plus. Il est dessus, oui. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que même Pierre-Arthur Moreau, aussi fort soit-il, il a trouvé un Aereus qu'il a appelé Boletus edulis. Là oui, je voulais pas le dire, mais puisque vous l'avez dit. Donc tout le monde peut se tromper, sauf que la plupart des mycologues, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont les résultats de leur phylogénétique? Ils appellent le phylogénéticien, et je le sais parce que je suis phylogénéticien, et il lui dit tu peux m'enlever le nom si tu veux, t'as dit là pour pas que ça apparaisse dans la publique. Pierre Arthur, comme il en a rien à faire de sa réputation, qu'il a bien faite depuis longtemps, il assume. Mais la plupart du temps, ça vous l'auriez pas, vous auriez gobé le truc. C'est la honte, quoi. Voilà, mais sachez juste que je travaille avec des experts de tous les groupes de champignons les plus compliqués que vous puissiez imaginer. Ça, il n'y en a pas un
qu'il n'y ait pas fait des erreurs aussi, qui paraissent aussi grossières que ça. Ça nous rassure. Mais bien sûr, c'est ce que vraiment je veux insister là-dessus. Il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas d'experts infaillibles, quoi. Et surtout pour des groupes très compliqués, c'est pas le cas ici, mais les cortinaires, les psatirels, tous les groupes un peu compliqués, il y a plein d'erreurs, personne n'est à l'abri de ça. C'est pour ça que l'outil génétique il est vraiment important pour corriger ça. Une petite question, tu as parlé de forme et de variété. Oui. Différence entre forme, variété et sous-espèce. Alors, d'un point de vue génétique, c'est vraiment une question de convention, c'est-à-dire que nous, par exemple, on a pris l'habitude avec Pierre-Arthur, quand on publie ensemble, de décrire une variété quand il y a une petite différence génétique quand même. Par exemple, là, on devrait dire variété mamorensis. D'accord. Et s'il y a zéro différence, mais que c'est une forme de coloration, ce que tu veux, on va mettre forme. D'accord. Mais c'est purement notre convention à nous. La phylogénie, elle s'en fout en fait de tout ce qui est en dessous de l'espèce. Elle ne traite que des espèces. Ah, comme sous-espèce, ça existe. Après, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où tu dis ça, c'est une seule espèce, tu peux appeler ça forme, variété, sous-espèce, personne ne va t'embêter. Variété, alors petite différence génétique et forme, couleur. Voilà, ça c'est nous qui le disons, il n'y a pas de règle. D'accord. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non, parce que c'est pas parce que c'est pas encore 5h30. C'est pas l'heure. Pourquoi c'est pas la fin de l'histoire? C'est à cause de lui là. Jean. C'est celui qu'on a trouvé là. Alors Jean, il y a 2-3 mois de ça, il a fait passer, enfin peut-être avant, mais en tout cas moi j'ai eu en main il y a 3 mois de ça, une collection qui avait été trouvée par Jean. Et Nicolas Martos apparemment, je ne sais pas qui l'a trouvé, qui a fait la photo, enfin la photo c'est Nicolas. C'est ça le genre. On en a trouvé deux autres dessus. Trois, il y en avait, ouais. Dessus, mais celui-là, c'est ceux qui sont vraiment en bon endroit. D'accord. Sous chaîne en haut. Voilà, Donc, sous ceux chaîne qui sont proches, ils sont tous sous chaîne. Celui-là, Les trois c'est celui d'en premiers. bas, que je trouvais à Maresson. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait penser que ça pouvait être Mamorensis? Parce que j'avais vu les photos de ceux De Gamberto. J'ai qui vous avez dit, essayez de le D'accord. retrouver. Donc, tous les Avec ans, un on va où il a trouvé les siens. D'accord. Je l'ai trouvé. Mais là, c'est la pruine. Quand j'ai vu la pruine. Pruine à la couleur. c'est celle de- Voilà. Je ne savais pas que c'était connecté comme ça, c'est pour ça que j'avais fait quelques imaginations. Mais Ça, c'est celle de Jacques. d'accord, oui, couleur. ça, J'ai vu ce blanc là, Ouais. ce blanc sur le chapeau. J'ai dit, j'ai un peu le doute. Alors on l'a appelé sur place. On l'a appelé tout de suite les photos. Puis je crois que c'est aussi. Qu'est-ce qu'elle fait les photos? C'était moi qui Moi j'en ai fait. Jean-Louis a fait les photos. On l'a envoyé, je l'ai appelé. J'ai donc envoyé une photo. D'accord. On lui a envoyé la photo. 5 minutes après, il a rappelé. Il a dit c'est lui. C'est couleur violette aussi. Genre la couleur, les couleurs un peu Ouais, il y en a rouge. deux. Oui, et puis la prune, il y en a Les plus. couleurs un peu acajou sur le celui. C'est une couleur de Pinophilus avec de la prune de Pinophilus, Voilà. mais le reste. Ah, d'accord. Ouais, il a pas Donc ça, c'est une photo de Jean qui vient de Pietrosella de 2014. C'est ça. Ça, c'est une photo donc, de la récolte de Jean qui est de côté de Chabari en 2018. Mais c'est pas les mêmes échantillons. Par contre, ça n'a pas été séquencé, ça a été séquencé. J'ai pas la garantie absolue à 100% que la séquence que j'ai correspond à ça. Enfin, quand même, ça fait pas mal d'arguments pour dire que c'est la même chose. En tout cas, ça nous dit quoi? Premièrement, c'est que Boletus mamorensis, il est en Corse. Il n'est pas que dans la Mamora, et quand même, sachez que c'est la première fois qu'on le montre. Parce que le mamorensis, pour l'instant, on ne l'avait présent que dans la Mamora. Parce qu'il n'avait jamais été mentionné ailleurs. Donc là, vous avez quand même fait un travail intéressant tous les deux, parce qu'on est loin de la Mamora. Là. Il a fallu traverser la Méditerranée. Alors la question, pour moi, elle est toujours là. Est-ce que c'est une bonne espèce? Ah, C'est voilà. pas parce qu'on l'a trouvé en Corse que c'est forcément une bonne espèce. Donc j'ai refait une analyse génétique, là je vous passe tous les détails, et je trouve un résultat un peu différent de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on retrouve un arbre avec plein de séquences d'Aereus, et puis au milieu, donc en vert, les deux collections du Maroc, d'Amamora, et puis en rouge la collection de Jean, de Corse. Vous voyez d'une part qu'elles ne sont pas exactement pareilles. Vous voyez qu'on n'a plus le décroché en fait, de ces deux-là ensemble par rapport à toutes les autres. Et vous voyez que celle-là a l'air d'être plus proche d'Aereus que celles-là ne sont proches d'Aereus. Donc c'est un peu bizarre comme résultat. Si le Maroc, il vient de Corse. Celle-là, je l'avais pas prévue. Peut-être que l'Afrique, c'est les dérivés de la Corse. Donc j'ai voulu voir un peu de quoi, qu'est-ce qui se passe là, d'un point de vue de la séquence. Est-ce que cette mutation qu'on a repérée là, elle est présente ou pas chez le mamorensis de Corse? C'est quand même ça la question principale. Donc,
J'ai refait un petit zoom hein, pour regarder les quoi il s'agissait. Donc on retrouve la région d'intérêt, elle n'a pas les mêmes numéros mais on s'en fiche, avec les collections de la Mamora ici et ici. Donc on retrouve le G qu'on avait vu précédemment, là et là. On retrouve pour Aereus toutes les autres séquences un A partout, ici. Et là, pour la récolte de Corse, qu'est-ce que j'ai comme lettre? Un R. Quesaco. Alors ça, c'était dans la partie que j'ai zappé au début sur un peu les bases de la traitement phylogénétique. R, c'est juste un symbole quand on fait une analyse phylogénétique. De temps en temps, on a dans le résultat de la machine qui séquence, au lieu d'avoir un... Parce que les résultats, ils sortent sous forme de pic. Je vous ai montré l'image de ça. De temps en temps, au lieu d'avoir un beau pic vert ou rouge, on a deux pics superposés, vert et rouge. Donc c'est A et G. C'est A et G. Le R, il vous dit que c'est A et G. Aïe. Ah, c'est pas possible. Alors comment vous allez, est-ce que quelqu'un peut me dire comment c'est possible d'avoir, en sortie de chromatogramme, en sortie de machine, un A et un G? Vous pouvez répondre parce que je vous ai donné des informations au début en disant, gardez ça en tête, on va en reparler à la fin. 10 millions de possibilités que... Non. Non, mais normalement, Ils sont... Ah, c'est un indice là. le C et le G étaient ensemble et le A et le C étaient ensemble. Donc ça ne pouvait pas se mélanger. Oui, absolument. Voilà. On ne peut pas avoir au même endroit un A et un G. Et bien là, comment ça se fait? Eh ben, c'est pas au même endroit un A et un G. Et comment ça se fait alors? Ben, voilà, il y a une explication, Jean. Je donne la réponse, c'est que c'est le papa et la maman. Rappelez-vous, l'ADN, c'est une échelle avec deux barreaux. D'accord? Un barreau vient du papa, un barreau vient de la maman. Quand nous on fait la PCR, qu'on fait toute la manip pour amplifier l'ADN, d'accord? On amplifie l'ensemble, c'est-à-dire les deux barreaux d'échelle. Si vous avez un papa qui a donné un A et une maman qui a donné un G, vous avez ce qu'on appelle une hétérozygosie, c'est-à-dire qu'à une position, vous pouvez avoir, pas sur une même molécule. Une molécule, effectivement, elle va avoir soit un A, soit un G. Mais vous allez avoir une copie du papa, où il va y avoir un A, et une copie de la maman, où il va y avoir un G. Donc vous avez un mélange parfaitement homogène, parfaitement équimolaire, enfin avec la même quantité, de A et de G. Et la machine, elle va détecter, dans 50% des cas, elle va détecter un A, dans 50% des cas, elle va détecter un G. Mais encore une fois, sur la même molécule, il va y avoir soit un A, soit un G. Simplement, il y a les deux quantités équivalentes qui ont soit un A, soit un G. Parce qu'il y a eu un papa qui est venu avec un A et une maman qui est venue avec un G ou le contraire. Donc on appelle ça une hétérozygosie. C'est un terme un peu barbare, hétérozygosie, mais c'est très important dans le cas présent. Pourquoi c'est très important? Parce que si une hétérozygosie, ça veut dire qu'il y a eu effectivement un papa qui a pu amener un et une maman qui a pu amener l'autre. Donc, qu'une population ou un individu qui avait un A pu se croiser avec une population ou un individu qui a eu un G. S'ils peuvent se croiser, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle du flux de gènes. Hein, les polymorphismes, l'ADN, ils peuvent d'une population à l'autre. Ils peuvent se mélanger. Et s'ils peuvent se mélanger, est-ce qu'on peut qualifier ces deux populations de deux espèces? C'est la preuve que non. Parce que c'est la définition même de l'espèce biologique. Une espèce biologique, c'est une espèce qui est génétiquement, reproductivement isolée. Donc là, vous êtes à l'intérieur d'une espèce. Il se passe qu'il y a des populations qui ont un A à cette position, des populations qui ont un G. On le savait déjà, puisqu'il y avait la Mamora avec un A, et puis tous les autres avec un G. Pour le contraire. Ça, c'est les Marocains qui sont... Il peut y avoir tout un tas d'explications sur l'organisation en population. Là, on n'a aucune idée, parce qu'on a une récolte simplement de gens. Donc on ne sait pas si les autres mamorensis qu'on pourrait trouver ailleurs en Corse, ils auraient un R, ils auraient un A ou un G. On ne sait pas si dans la Mamora, puisque dans la Mamora pour l'instant on a deux séquences, on ne sait pas si dans la Mamora on trouverait aussi des collections qui auraient un G plutôt qu'un A ou un R. Ça, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on n'a pas assez d'échantillons. Et ça, c'est quelque chose, si vous devez repartir aujourd'hui avec une information, quand vous faites de la phylogénie ou que vous analysez de façon critique une analyse phylogénétique, la première chose à regarder, c'est est-ce que l'échantillonnage est correct? Parce que si le gars il fait une phylogénie avec deux pauvres échantillons qui comparent à deux autres pauvres échantillons, eh bien vous ne pouvez rien conclure de fort. Par contre, quand vous avez 10, 15, 20 séquences qui donnent toujours un A et puis que vous la comparez à un autre ensemble qui donne toujours un G, bon là vous commencez à être solide, vous savez de quoi vous parlez. Et c'est super important et c'est souvent négligé. Donc là,
ce que nous donne cette information qui vient de la récolte de Corse, c'est super important, parce que c'est la preuve définitive qu'on n'a pas affaire à deux espèces biologiques, on a une seule espèce capable de se mélanger, de se croiser entre elles, avec des populations effectivement polymorphes, qui peuvent avoir dans cette position-là un A ou un G, ou un A ou un G, puis de temps en temps un hétérozygote. Donc très important, même si on s'en doutait un peu, parce que les résultats de Dantinger, ils laissaient quand même pas trop de doute, mais au moins là, on a une vraie information supplémentaire. Donc, dans ce contexte, Boletus mamorensis, on va le transformer, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est Jacques qui va le changer en Boletus aereus variété mamorensis. C'est comme ça qu'il va le publier dans le bulletin de la femme. Mais il l'a baptisé comme ça après tes analyses, parce qu'il n'a pas fait. Ah voilà, ça va. Oui, au départ l'article c'était ça. Parce que nous, je croyais qu'il nous avait dit qu'il avait fait les analyses, la phylogénie, il avait fait du tout. Non, moi je les ai faites. Oui, quand j'ai eu le résultat, j'ai tout de suite contacté tout le monde, y compris Jacques, qui évidemment a dit ah bah oui bien sûr, il faut intégrer ça. Alors, il va être intégré, c'est Francis qui a le manuscrit dans les mains, je ne sais pas comment ils vont le tourner, mais la variété va être officiellement introduite dans le bulletin de la femme qui va apparaître là au mois de... Et voilà, le mamorensis Redeuil, il existe. En tant qu'espèce, oui. En tant qu'espèce, il existe. Bah, c'est pas le premier, hein. Il y en a plein des espèces qui sont recombinées au rang infraspécifique à cause du... Il aurait pu recombiner avec Guy Redeuil. Hein. Redeuil, là, de parenthèse, ça existe, hein. Redeuil Gaberto. Ça c'est moi qui ai écrit ça, je j'ai rien dit. Comment il va le... J'ai rien dit. J'ai pas le nom. Alors je crois qu'il l'a fait, non je crois que c'est effectivement comme ça que ça va être écrit, mais ce que tu as obligatoire c'est en dessous indiqué le basionyme. Donc en dessous de ça, dans la description, tu vas avoir écrit basionyme Boletus mamorensis Redeuil, 1978. Mais tu as raison, moi je préfère quand c'est marqué quand même entre parenthèses. Ça paraissait logique. Voilà, peut-être c'est ça, hein, c'est moi qui ai peut-être été un peu vite là, parce que ça ne rentrait pas, je sais pas. Donc, pour conclure sur cette belle histoire, voilà ce que je disais tout à l'heure dans les messages peut-être à retenir de façon générale. Ne confondez pas phylogénie et taxonomie, je crois que j'ai donné assez d'exemples pour vous montrer que la phylogénie c'est un outil qui est super utile, qui apporte des informations que ne peut pas apporter la morphologie et l'écologie, mais c'est en aucun cas un élément suffisant pour faire de la taxonomie. La taxonomie c'est quelque chose qui utilise la phylogénie. Donc il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est un peu la base du rejet vis-à-vis de l'outil phylogénétique, c'est de dire ah oui mais non, ils font des espèces, on ne comprend pas pourquoi, il n'y a pas de logique, on ne tient pas compte de la morphologie, c'est pas tout à fait vrai. Ou alors si c'est fait comme ça, c'est mal fait et c'est quand même de plus en plus rare que ce soit mal fait. Pardon. Oui. Je me permets de rebondir là-dessus. Dis-moi. C'est le problème de la taxonomie, c'est pas ça, c'est ce qu'on trouve pas, c'est pas ça, c'est que les caractères pris pour la taxonomie ne sont pas pertinents pour ceux qui sont sur terre. Absolument, et c'est l'intérêt en fait de faire de la phylogénie et ensuite de revenir sur les caractères morphaux, c'est que quant à l'information phylogénétique, c'est là qu'il faut faire le job, c'est ma diapo suivante, de revenir sur les carpophores, enfin le matériel, et de trouver les éléments différentiels utilisables sur le terrain. Mais ce travail, il doit être fait, je suis d'accord avec toi. C'est sur la diapo suivante, tu vas voir, c'est l'étape numéro 4. Juste par rapport à ces informations, vraiment pour le coup purement phylogénétique, quand vous analysez un article ou que vous avez une donnée phylogénétique quelque part, je pense que c'est important de garder quelques éléments de définition et d'esprit critique. Bon, sur l'espèce phylogénétique, ça je ne rentre pas dans le détail, c'est un clade en fait. La phylogénie doit être robuste, donc pensez bien, avant de tirer les conclusions, à regarder les valeurs qui sont sur les branches. Elles sont toujours indiquées. Elles sont toujours indiquées et elles vous disent si vous pouvez avoir confiance ou pas sur ces branches. Donc si vous tirez les conclusions taxonomiques sur des branches qui ne sont pas robustes, c'est zéro, ça vaut rien. Évidemment, les gens ne le font pas. Hein. Non, c'est même plus que ça. Normalement, ça dépend de la façon dont je ne rentre pas trop dans les détails non plus, mais ça dépend de la façon dont on a fait la phylogénie. C'est soit 70%, soit 95% selon les méthodes utilisées pour faire la phylogénie. Mais c'est jamais moins de 70%. Mais bon, les gens qui font des conclusions taxonomiques sur des phylogénies le savent. Vous ne verrez jamais maintenant un article où quelqu'un va faire une espèce à partir d'un clade qui va être soutenu à 50%. Je n'ai pas connaissance de ça. À ce moment-là, il ne faut pas faire de phylogénie et dire moi je m'en fous de la phylogénie, je fais mon espèce morpho et bon, tout, pourquoi pas.
La phylogénie doit être représentative des organismes analysés, c'est-à-dire que le marqueur qu'on choisit doit être adapté. Donc ça, vous oubliez parce que j'en parle pas, mais le marqueur, c'est le marqueur ITS dans la plupart des cas. Dans certains cas, et j'ai entendu à midi quelqu'un qui me disait que vous aviez eu l'an dernier, je crois, comment il s'appelle Monsieur Bellum. Henri Becker, qui est venu parler, je crois, à une conférence ici. Henri Becker, il a travaillé sur les ébélums. Dans un arbre phylogénétique, c'est un instantané, c'est au temps présent. Si quelqu'un vient dans 100 ans et refait la même analyse, peut-être qu'il trouvera un résultat différent. Donc c'est jamais généralisable dans l'absolu. C'est aussi une hypothèse parce que c'est conditionné à un jeu de données. Là, on revient à l'échantillonnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est super important. Si vous changez l'échantillonnage, vous risquez de changer le résultat. Il faut toujours regarder si l'échantillonnage a été bien fait. Très très important. Donc pour conclure, cette dernière diapo qui répond aussi à une question à toi tout à l'heure, la taxonomie intégrative qu'on cherche à favoriser, pas seulement nous à Montpellier, mais un peu partout dans le monde, ça consiste à donc finalement établir des espèces morphogénétiques, définir des espèces morphogénétiques, soit en partant d'espèces classiques avec juste une diagnose et un binôme latin, soit en partant d'analyses phylogénétiques, donc une signature ADN, et ensuite on fusionne les deux pour faire des espèces morphogénétiques. Donc ça c'est un binôme, une diagnose, une signature unique. Et l'étape numéro 4, qui est la plus importante d'après moi, c'est une fois que ce boulot est fait, on revient vers les mycologues naturalistes, parce que c'est eux, c'est vous en fait, qui savez quels critères il faut regarder une fois qu'on a fait l'étape. Nous on fait des tas. Les phylogénéticiens ils vous font des tas. Mais les gens qui peuvent regarder à l'intérieur de ces tas et savoir qu'est-ce qu'il faut trouver comme critères pour différencier sur le terrain les organismes qui ont ces séquences, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc nous on essaye toujours, dans la mesure du possible à Montpellier, de revenir ensuite vers vous pour essayer, alors ça a été le cas avec Michael Loisides pour les morilles par exemple, il a fait ça en 2016, mais ça va être le cas pour les morilles, pour d'autres morilles, ça peut être le cas pour d'autres groupes de champignons. Il faut revenir à la fin vers vous. C'est vous qui pouvez définir les bons critères de terrain qui vont coller à cette ossature phylogénétique comme nous on aura défini. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment hyper important et j'espère que c'est un message qui va porter parce que j'entends trop souvent un message plutôt de crainte ou de rejet vis-à-vis des approches phylogénétiques, alors que c'est vraiment, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. C'est un outil à votre disposition, c'est pas un truc qui prend votre place. Voilà, j'en ai fini. Dépêche-toi, t'avais ton avion.